Avec l'automne, comme chaque année, certains marronniers fleurissent dans notre actualité. La congestion automobile et les difficultés de circulation en sont les exemples les plus récents. Il ne s'agit pas de nier les difficultés certaines, mais de les resituer dans le contexte du réchauffement climatique et donc dans le cadre plus large de l'action publique, qui malheureusement est souvent oubliée, donnant l'impression que les pouvoirs publics sont dans l'inaction. Rappelons que sur le territoire de Rennes Métropole, la mobilité des personnes représente aujourd'hui 27% des émissions de gaz à effet de serre. Et si on ajoute le transport des marchandises, le transport routier produit 33% des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique sur notre territoire. Rappelons que les autres polluants présents dans l'atmosphère, que sont les oxydes de carbone et les particules fines, sont en grande partie d'origine routière, 40% pour les PM10 et 47% pour les PM2,5. Rappelons aussi que les effets en termes de santé de ces polluants sont extrêmement problématiques. Le dioxyde d'azote pénètre dans les voies respiratoires profondes, où il fragilise la muqueuse pulmonaire, notamment chez les enfants. Concernant les particules, l'Agence nationale de santé publique France a évalué en 2019 à 48 000 décès prématurés par an, dont 2 000 en Bretagne, l'impact de la pollution des PM2,5. Dans les zones urbaines de plus de 100 000 habitants, elle causerait une perte moyenne de 15 mois d'espérance de vie à 30 ans. Enfin, selon un rapport publié en juillet dernier, le Conseil national du bruit et l'Agence de transition écologique, l'ADEME, rappellent qu'en ville et aux abords des grandes routes, les pics de trafic engendrent aussi une forte nuisance sonore, responsable de maladies cardiovasculaires, de troubles anxio-dépressifs, de troubles importants du sommeil, engendrant obésité, stress et difficultés d'apprentissage. Décarboner les modes de déplacement est donc un impératif et nos politiques publiques doivent diriger tous les moyens en ce sens, et ce, sans attendre. On nous dit que nous pourrions attendre que les comportements changent. Malheureusement, les changements de mode de déplacement sont corrélés aux aménagements et non le contraire. Preuve en est, pendant des années, les exploitants de réseaux routiers se sont ingéniés à fluidifier la circulation automobile en milieu urbain, en augmentant le nombre de voies ou en créant de nouvelles infrastructures routières. Non seulement ces mesures se sont traduites par une place encore plus importante laissée à la voiture, mais elles ont échoué à diminuer la congestion. Que ce soit en termes d'espace utilisé, de finances publiques, de sécurité routière et d'efficacité, la voiture individuelle est un non-sens que nous ne pouvons plus continuer à soutenir sans condition. Le bilan est sans appel. Pour se rendre au travail, un cycliste utilise environ 15 fois moins d'espace de circulation et de stationnement qu'un automobiliste. Par ailleurs, le modèle de transport urbain ne doit plus s'attacher simplement à réduire les temps de parcours individuels, mais favoriser une utilisation très raisonnée de la voiture individuelle, tout en développant des solutions alternatives, confortables, rapides et sécurisées en transport en commun, en vélo et à pied. Les solutions existent, mais elles mettront parfois quelques années à se déployer. Dès l'an prochain, l'ouverture de la seconde ligne de métro mettra 70% des Rennais à proximité d'une station, c'est-à-dire environ 10 minutes à pied. Les 2000 places en parking relais permettront de réduire le trafic automobile de 50 véhicules en moins. Par ailleurs, en partenariat avec l'État, nous allons expérimenter l'utilisation par les bus puis les covoitureurs de la bande d'arrêt d'urgence sur la route nationale 137. De cette expérimentation, nous pourrons étendre le principe sur les autres routes nationales pénétrantes. Le réseau express vélo métropolitain en cours de réalisation va déployer 14 lignes métropolitaines qui relieront les communes de la première couronne au cœur de métropole par le biais d'itinéraires sécurisés séparés du trafic motorisé. Dans un troisième temps, et parce que le métro ne peut pas être la solution unique comme nous l'avons toujours pensé, les trambus permettront de relier des communes de la première couronne de la métropole et encourageront les automobilistes à laisser leurs véhicules dans des parkings sécurisés en première et deuxième couronne. Enfin, le travail engagé avec la région Bretagne et la SNCF va permettre d'augmenter les potentialités au bénéfice des habitants des communes situées sur l'étoile ferroviaire. Toutes ces nouvelles infrastructures sont des solutions, mais elles trouveront leur pleine efficacité à la condition que les habitants prennent conscience de l'impérieuse nécessité de changer de mode de déplacement. Selon la dernière enquête nationale déplacement publiée en 2018, 55% des flux journaliers dans notre métropole sont réalisés les heures de pointe, le matin et le soir. De plus, le taux d'occupation des véhicules est de 103 personnes pour 100 automobiles.
Le maintien d'une proportion de télétravail, le décalage des horaires de commencement du travail ou de fin du travail, le choix d'utiliser un autre mode de déplacement au moins une fois par semaine permettrait d'éliminer les embouteillages. Par ailleurs, 65% des Rennais travaillent à Rennes et 40% d'entre eux utilisent leur voiture quotidiennement pour se rendre à leur travail. Nous, les Rennaises et les Rennaises, avons la capacité de décongestionner notre ville et ainsi améliorer la situation pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire autrement. C'est une exigence de solidarité envers les métropolitains les plus éloignés de Rennes. Pour les y encourager, notre devoir est donc de favoriser les modes de déplacement vertueux. C'est pourquoi nous mettons en place des voies dédiées au transport en commun. Je citerai le cas de la rue Gambetta et de la rue Guyaudot et du Pont Pasteur, qui l'an prochain accueilleront tous les trajets bus et cars qui traversent notre ville. C'est pourquoi aussi nous sécurisons les cheminements piétons. Par exemple, nous avons amélioré la traversée piétonne, boulevard Pompidou, au bénéfice des habitants et notamment les enfants qui se rendent à l'école Colombier. C'est pourquoi aussi nous mettons en place des pistes cyclables sécurisées, le plus souvent séparées de la chaussée motorisée. C'est le cas boulevard Colombier, rue Georges Graff, avenue Janvier. Ce sont les quelques exemples que je peux vous citer. Il s'agit d'adapter la voirie et non pas au flux actuel de cyclistes et de piétons et d'usagers des transports en commun, mais au flux à venir. Les changements sont déjà en cours. L'augmentation forte du trafic cycliste au regard des chiffres de 2019, ces chiffres sont assez importants et nous avons une augmentation de 27% de trafic cycliste au mois de juin, 9% au mois d'août, et les derniers chiffres que je viens de recevoir prouvent une augmentation en septembre de 74% du nombre de cyclistes sur 24 points de comptage dans notre ville par rapport aux chiffres de 2019. De même, la circulation automobile tend à diminuer, puisqu'entre 2019 et 2021, c'est 13% aussi de fréquentation automobile en moins dans notre ville. Enfin, notre seconde place au podium du baromètre des villes marchables de plus de 200 000 habitants sont donc des encouragements à maintenir et à démultiplier notre action. Afin de réussir sa transition post-carbone et ainsi réduire les effets du réchauffement climatique, notre territoire doit préparer les transformations nécessaires dans les modes d'habiter, de se déplacer, de consommer, de travailler et de vivre ensemble, et ainsi accompagner les habitants à s'y préparer. Tel est le sens de notre action politique.